assez précis par rapport à la situation qui est la nôtre aujourd'hui en termes d'environnement. Deuxième chose, je pense qu'une telle déclaration ne devrait pas, en tout cas pas systématiquement, reprendre la forme de droits subjectifs, de droits individuels. Troisièmement, il me semble que ce qu'il importe, c'est de mettre en avant, même s'il y a toujours un lien entre droit et devoir, mais de mettre en avant de nouveaux devoirs, s'imposant tant aux individus qu'aux États, compte tenu justement des menaces que les uns et les autres font peser sur l'avenir du genre humain et des autres espèces constitutives de l'état actuel de la biosphère. Ensuite, quatrième condition peut-être, eh bien, c'est évidemment de ne pas sous-estimer le défi que peut représenter une gestion concertée internationalement de la planète, ce dont nous aurions un besoin aujourd'hui tout à fait impérieux. Alors, je voudrais repartir pour repréciser certains aspects de la crise que nous connaissons aujourd'hui. Et encore, je dis crise, je dis tout de suite que je mets le mot crise entre guillemets parce que ce n'est pas une crise. Une crise, c'est un moment que l'on dépasse. Il y a un avant, il y a la crise et un après-crise. Ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est un changement assez radical de l'état du monde. Il n'y a pas d'après-écologie. Ça n'existe pas. Dans les décennies qui viennent, probablement dans les siècles qui viennent, ne serait-ce qu'avec le paramètre climatique, eh bien, le monde dans lequel nous vivons, par certains côtés, deviendra plus hostile et il va falloir nous adapter à cette hostilité et essayer d'en tirer aussi des opportunités. Alors si l'on veut bien considérer ce que la situation qui nous échoit aujourd'hui a de nouveau, eh bien, la première chose éminemment nouvelle, c'est que nous sommes, comme vous le savez, 7 milliards, que nous serons probablement 9 milliards dans quelques décennies, au maximum 3 à 4 décennies, et qu'une part certes minoritaire de ces 7 et bientôt 9 milliards bénéficie d'un standard de vie matériel dont on sait qu'il n'est pas soutenable. Ça, c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est qu'on est confronté à deux types de problèmes, même si, comme vous le verrez, on peut les appréhender avec une logique commune. On est tout d'abord confronté à un épuisement relatif d'un certain nombre de ressources qui sont indispensables à nos activités économiques. Et ce n'est pas toujours une chose facile de le montrer. Dans certains cas, la chose est un petit peu délicate, mais je voudrais au moins vous donner quelques indices. La première des ressources indispensables à nos activités économiques par rapport à laquelle nous connaissons d'ores et déjà un état de finitude, ce n'est pas les énergies fossiles en général, elles sont au contraire extrêmement abondantes, mais c'est ce qu'on appelle le pétrole conventionnel, dont la grande disponibilité conditionnait un prix assez faible et sur lequel on a pu bâtir la croissance économique de la seconde moitié du siècle dernier. On a un problème de finitude plus difficile à appréhender avec les minéraux. Pourquoi? Parce qu'en la matière, il faut bien distinguer entre les réserves et les ressources. Les réserves, c'est ce qu'on est capable d'exploiter avec un certain type, à un moment donné, de technologie disponible. Les ressources, c'est la totalité des réserves sur Terre. Je vais vous donner un exemple pour vous montrer ce que ça signifie. Aujourd'hui, si l'on devait exploiter le cuivre dans son état naturel de plus grande dispersion, sans que des phénomènes géologiques ou des phénomènes bactériens les concentraient, eh bien, pour produire la quantité de cuivre que l'on produit chaque année sur Terre, il faudrait qu'on dépense la totalité de l'énergie primaire qu'on produit en une année sur Terre. Donc vous imaginez que si on commence à épuiser les réserves pour différents minéraux, eh bien, la situation va devenir pour nous extrêmement délicate, d'autant que précisément, je viens de vous le rappeler, compte tenu du changement climatique, nous sommes confrontés à une contrainte d'airain, normalement, si l'on voulait être un tant soit peu raisonnable, en matière d'énergie. Donc on a besoin d'énergie pour aller chercher les minéraux, et puis en même temps, si on veut produire de l'énergie autre que fossile, eh bien on a besoin de minéraux aussi. Par exemple, sachez que lorsqu'on produit 1 kWh avec une éolienne, on mobilise 10 fois plus de matériaux
que lorsqu'on le produit avec une centrale thermique. Donc on est pris dans une espèce d'étau entre l'énergie d'un côté et les minéraux de l'autre. Si vous regardez l'état des ressources halieutiques, des réserves de poissons, si vous voulez, marines, c'est totalement catastrophique. Bon, etc., etc. Donc on a un problème avec les ressources sans lesquelles nos activités économiques ne fonctionnent pas. Et puis, il y a en quelque sorte un deuxième front en matière de problèmes d'environnement, eh bien, c'est que nous avons d'ores et déjà dégradé un certain nombre de mécanismes régulateurs qui font de la biosphère un espace agréable et vivable pour les hommes et pour les autres espèces, les espèces actuelles. Et donc, nous sommes en but à ces deux difficultés. Alors, si je veux un petit peu préciser en ce qui concerne les dégradations du système biosphère, on peut en désigner 9 par rapport auxquels on pourrait fixer des seuils à ne pas dépasser, ce qu'a fait une équipe conduite par le Suédois Rockström, mais avec Crutzen, le prix Nobel et bien d'autres. Eh bien, les 9 domaines sont les suivants. On a un problème, comme vous le savez, avec le climat et donc le cycle du carbone. On a un problème avec le cycle de l'azote. On a un problème d'accélération du taux d'érosion de la biodiversité. On a un problème de déplétion de l'ozone stratosphérique. On a un problème d'acidification des océans. Nous commençons à connaître des difficultés en matière d'usage des sols et d'usage de l'eau douce. Il y a des difficultés occasionnées aussi par l'impact des aérosols qu'on envoie dans l'atmosphère. Et nous sommes confrontés à quantité croissante et une qualité relativement dangereuse de pollution chimique. Et remarquez bien, dans tout ce que j'ai dit, vous voyez que la pollution n'est qu'un petit item. Et je vais revenir, c'est tout à fait fondamental si on veut comprendre la donne qui est la nôtre aujourd'hui. Imaginez par exemple qu'il y a à peu près 6000 ans, lorsque la civilisation chinoise commençait à prendre son essor, quelques siècles après la civilisation égyptienne, imaginez que nos aïeux aient alors connu un état de la planète semblable à celui qui est le nôtre aujourd'hui. Eh bien, ces civilisations n'auraient pas pu se développer. Elles n'auraient pas trouvé les métaux à partir desquels fabriquer des outils ou des armes. Les ressources halieutiques auraient été extrêmement appauvries. Les sols ne rendent plus sans force, intrants, engrais, pesticides, etc. Donc ces civilisations ne se seraient pas développées si elles avaient connu une planète semblable à la nôtre. Et puis, je vous renvoie, puisqu'on a parlé de l'anniversaire du Titanic, alors c'est effectivement l'anniversaire du Titanic, vous avez raison, mais on fête aussi l'anniversaire, enfin on l'a fêté il y a quelques semaines, l'anniversaire de la publication du rapport Meadows au Club de Rome en 1972. Je ne sais pas si vous le savez, mais l'exercice a été refait et rendu public en mars de cette année, donc en changeant un petit peu les modèles et surtout en introduisant des connaissances qui ont évidemment évolué par rapport à celle de 72, et le résultat est le même. Sauf que cette fois-ci, l'échéance est plus proche, c'est-à-dire effectivement un risque de collapse, d'effondrement à l'horizon 2020, 2030, 2040, peu importe. Ce n'est pas directement le problème. Donc, ça, il faut bien l'avoir en tête, il faut bien savoir à quel genre de type de difficultés nous sommes confrontés, parce que sinon, on risque de se tromper dans les solutions. Par exemple, je n'ai absolument rien contre le fait qu'on accorde une certaine forme de dignité morale aux baleines, aux orang-outans, etc. Mais si on ne s'occupe pas beaucoup de changement climatique, les baleines ne chanteront plus. Quand bien même on leur aurait octroyé des droits. Alors, justement, comment faire? Et là, me semble-t-il, il est vraiment important de dépasser le seul plan des droits subjectifs. Pourquoi? Eh bien, parce que le monde dans lequel nous sommes en train d'entrer, cette espèce d'état du monde dont je viens de vous parler, ne va pas affecter pour une durée limitée un certain nombre d'individus géographiquement situés. Ce sont les conditions matérielles d'existence du genre humain et des autres espèces qui sont en train de changer et qui vont continuer évidemment à changer dans les décennies et les siècles qui viennent. Donc la manière dont la vie humaine va pouvoir à l'avenir s'exprimer est conditionnée par ces changements. Donc c'est un problème qui concerne le genre humain et c'est un problème qui concerne les autres espèces que l'espèce humaine. Donc même si évidemment on va le vivre individuellement, le problème c'est que c'est beaucoup plus fondamental et beaucoup plus général.
Donc il est important de ne pas rester sur ce seul plan, même s'il faut, sur certains côtés, on va y revenir, évidemment, le garder à l'esprit et le préserver. C'est le genre humain en tant que tel qui va désormais être affecté. Donc du coup, effectivement, je reprends l'expression du texte de M. Gabard, on connaît aujourd'hui une communauté de destin. Cette communauté de destin, elle renvoie à la situation que nous avons produite et à son évolution prévisible. Alors, elle pourra affecter les individus de façon différente en fonction de leur position géographique, en fonction de leurs revenus, mais la manière dont on va vivre, de toute façon, sera probablement sensiblement différente de ce qu'on a connu le siècle précédent, voire avant par certains côtés. Donc c'est une communauté de destin qui est forgée par une planète en cours de dégradation, et cette dégradation, dans ses effets, va dépasser effectivement le seul genre humain, ne serait-ce que selon certaines projections. Comme vous le savez, nous sommes déjà confrontés aujourd'hui, premièrement, à une accélération du taux d'érosion des espèces, mais aussi, et c'est peut-être même encore plus important, à un appauvrissement au sein de chaque espèce de son patrimoine génétique, ce qui va rendre pour chacune de ces espèces l'adaptation à un monde changeant plus difficile. Et en fait, quelle est l'origine de ces problèmes que nous sommes en train de produire? Eh bien, il faut le dire, il faut le reconnaître, sinon, alors, franchement, on n'a aucune chance et de s'adapter et de réduire la hauteur des difficultés. Eh bien, c'est un consumérisme et un individualisme exacerbé qui nous a précisément conduit à cette situation. Et donc, nous ne saurions et nous adapter et réduire la hauteur des enjeux sans lutter précisément contre ce consumérisme, contre cet individualisme. Alors, et donc par là même, sans s'opposer aux aspects matériels de certains de nos droits, mais évidemment en aucun cas aux aspects moraux. Et il faudra même apprendre à bien les distinguer, c'est tout à fait fondamental. Donc nous allons devoir nous imposer des devoirs en quelque sorte plus élevés, et c'est tout à fait fondamental. Donc pour autant que l'on a affaire à des difficultés qui dépassent largement chaque individu, pour autant qu'on a affaire à des difficultés qui dépassent le seul genre humain, et pour autant que ces difficultés s'inscrivent dans une certaine durée, l'entrée par les droits subjectifs n'est pas convaincante. Ensuite, pour autant que nos problèmes vont affecter et très puissamment d'autres espèces, eh bien là non plus, l'entrée par les droits subjectifs n'est pas du tout satisfaisante. Le vrai problème aujourd'hui, ce n'est pas celui des individus, lorsqu'on sort justement du genre humain, des individus composant telle ou telle espèce. Le problème, c'est de préserver les conditions d'existence de ces espèces. Et comme vous le savez, la condition de l'existence de toute espèce, c'est la mortalité des individus. Donc si vous voulez asseoir le droit de ces espèces sur le droit de chaque individu, c'est complètement absurde, puisque la condition pour que l'espèce subsiste, c'est précisément que les individus disparaissent. Et par ailleurs, eh bien, ces espèces vivent parce que les individus qui les composent sont entredevoirs les uns les autres. Donc si vous étendez la sphère des droits humains, vous étendez l'intervention potentielle des hommes, vous criminalisez finalement tout simplement la nature dans ce qu'elle a de plus spontané, et ce n'est évidemment en aucun cas quelque chose de satisfaisant. Donc il me semble vraiment important de bien savoir qu'on doit continuer à mettre l'accent sur l'aspect des droits subjectifs en ce qui concerne nos droits moraux, par exemple notre liberté de penser, liberté de religion, liberté de s'exprimer. Ce sont des droits fondamentalement individuels et évident qu'il faut absolument les préserver. En revanche, nos droits à consommer de manière illimitée ne sont plus du tout acceptables aujourd'hui parce que les conséquences deviennent dramatiques. Donc, il faut absolument chercher à produire de nouveaux devoirs et il faut essayer de préciser ces nouveaux devoirs. Et donc, je reviens à mon constat initial, j'ai attiré votre attention sur le fait qu'effectivement, par rapport à ce constat initial, la pollution n'était qu'un aspect marginal. On a affaire à un problème de surcroît des flux de matière et des flux d'énergie qui sont le carburant
de nos économies. Or, faites attention, c'est très différent. Tant qu'on considère que nous sommes confrontés à des problèmes de pollution, eh bien, la solution peut paraître simple. Il s'agit de produire mieux. Comment produit-on mieux si ce n'est en recourant à des technologies innovantes? Or, ce n'est plus totalement le problème qui est le nôtre aujourd'hui, en tout cas il le reste, mais il est devenu très partiel. Notre problème, c'est bien sûr toujours de produire mieux, mais c'est désormais de produire moins et de consommer moins. Si vous regardez, on va fêter le 20e anniversaire de Rio au mois de juin, on pourrait dire qu'on va fêter le 40e par rapport à Stockholm. Les principes de Rio, vous les avez déjà dans la déclaration de Stockholm. On a complètement fondé nos actions environnementales sur la question du découplage, et depuis 40 ans. C'est-à-dire précisément, on a répondu à une question de flux par une approche qualitative et technologique. Certes, avec les technologies, on peut produire telle unité avec moins d'énergie et moins de matière, mais à partir du moment où on la produit avec moins d'énergie et moins de matière, comme vous le savez, son accès au marché se réduit, et donc on peut en augmenter la consommation, on peut en augmenter l'usage, et au bout du compte, les progrès technologiques que l'on sait réaliser par unité produite se traduisent globalement par un surcroît de consommation, de flux de matière et de flux d'énergie. Et donc c'est vraiment ce problème auquel nous devrions nous attaquer. Vous imaginez que ce n'est pas une chose simple, puisque c'est totalement contradictoire avec les systèmes économiques qui sont les nôtres aujourd'hui. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de deux types de difficultés. Une première difficulté renvoyant aux ressources au sens le plus premier, le plus immédiat du terme, et puis l'autre en vous parlant des régulations de la biosphère. Mais dans les deux cas, on peut traduire ça au second degré en termes de ressources. Si on prend par exemple le service que nous rend actuellement la qualité du climat, on peut traduire ça en ressources que nous sommes capables de surexploiter. Et c'est précisément ce que nous faisons. Donc qu'on regarde les régulations de la biosphère ou qu'on regarde les ressources au sens premier du terme, on peut considérer qu'on a affaire à des ressources dont on doit, en un certain sens, limiter l'accès. Et c'est précisément ce que nous devrions arriver à mettre sur pied si nous voulons réduire les difficultés, tant qu'il est encore temps, il est encore temps de réduire un certain nombre de difficultés, et si on ne le fait pas de toute façon, eh bien cette logique quantitative et de limitation quantitative finira par s'imposer à nous, mais dans une douleur beaucoup plus grande, donc tout l'intérêt que nous avons à anticiper. Alors, tout simplement pourquoi? Eh bien, à partir du moment où on a affaire à des ressources qui, dans une certaine mesure, sont limitées, eh bien, si vous n'en limitez pas l'accès individuel, et si vous permettez toujours un accès individuel sans limite, il va de soi que vous avez très rapidement un problème de justice distributive. Quand vous savez qu'aujourd'hui au monde, les 500 personnes les plus fortunées ont des revenus qui équivalent à ce que possèdent 2,5 milliards d'habitants, vous pouvez constater qu'il y a un petit problème de justice distributive. Or, ce problème risque désormais de se poser pour des choses qui sont désormais vitales. Ce qui est déjà le cas, mais apparemment, ça n'a encore pas affolé les foules. Et on a un problème de justice distributive à l'échelle des individus, mais là encore, si on considère qu'on a affaire à des ressources limitées à l'échelle internationale, très mal distribuées géographiquement, là encore, sans concertation, sans distribution concertée, eh bien, on n'a pas simplement un problème de justice distributive, on a tout simplement un problème de guerre et de paix. Or, nous n'avons jusqu'alors jamais été confrontés à une accumulation de limites telles que nous les connaissons aujourd'hui. En quelque sorte, ces droits d'accès limités sont la réciproque de ces devoirs de préservation nouveaux auxquels l'humanité antérieure n'avait absolument pas à se soucier. Donc, vous imaginez, pour finir, qu'une gestion internationalement concertée de la finitude de la planète est un défi gigantesque. Il suffit de voir les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui pour, par exemple, gérer la question du climat. Depuis l'échec relatif de Copenhague, il y a même, on pourrait presque dire, une forme de démobilisation internationale, alors que les rapports, eux, ne cessent de s'accumuler. Je ne donnerai qu'un exemple, le rapport de l'OCDE, qui n'est pas
constitué par une bande de gauchistes, sur effectivement la dégradation alarmante de l'état de l'environnement. Et donc, me semble-t-il, eh bien, il me semble qu'il faudrait indiquer au cœur et au fronton de toute déclaration le fait que nous sommes désormais, en raison de l'essor même de nos activités, confrontés à une finitude que nous avons produite nous-mêmes. Évidemment, chacune de ces finitudes est un construit humain et social. Ça n'empêche pas d'exister et de s'imposer fermement. Donc, reconnaissance de la finitude que notre propre essor économique a fini par réaliser. Et deuxième, c'est un constat en quelque sorte, et ensuite un principe, l'affirmation d'un principe, c'est celui d'un nécessaire accès limité aux richesses matérielles. Alors, les difficultés ne commencent pas quand on reconnaît ce principe, encore que beaucoup, comme vous le savez, ne le reconnaissent pas, mais les difficultés commencent quand on veut passer de la reconnaissance du principe à sa mise en œuvre, parce que là, effectivement, les choses deviennent extrêmement complexes. Mais il me semble qu'il serait important, dans le cadre de Rio +20, d'affirmer cette finitude nouvelle qui maintenant est quand même très largement documentée, et deuxièmement, affirmer le principe d'un accès limité